Donc de nouveau, bienvenue dans ce webinaire du CRIP et de notre partenaire Synapsys. Le sujet du jour, vous le voyez, préparer son SI à l'industrialisation de l'IA générative. Pour traiter de ce sujet aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Sébastien, Sylvain et Alex, que je vais laisser se présenter dans un instant. Le temps de vous rappeler que vous avez cet espace de chat tout au long de la session qui permettra d'y écrire vos remarques et vos questions. Et puis, je vais laisser Sylvain commencer. Merci Lucie, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Tout d'abord, nous voulions introduire notre partenariat avec le CRIP. Donc Synapsys, depuis plus de 2 ans, travaille en tant que partenaire technologique avec le CRIP, donc le club des responsables infrastructure, technologie et production informatique dont vous faites tous partie. Donc récemment, nous nous sommes croisés au symposium de Deauville. Nous participons aussi aux universités du CRIP, au matinal à Lille, à la remise des trophées CTO et aux rencontres du CRIP. Et pour les prochains événements à venir, nous serons aussi partenaires sur les universités du CRIP qui auront lieu le 16 et 17 juin et sur la matinale Digital Workplace de novembre. Donc le CRIP, son leitmotiv, c'est progresser par le partage. Donc ça tombe bien, nous aussi, quelque part. Donc nous avons mis à disposition un certain nombre de nos ressources, de nos publications faites côté Synapsys. Donc vous avez des tableaux de bord, des webinaires sur différents thèmes que nous avons abordés. Donc vous aurez les supports et les liens sont cliquables, donc vous pourrez accéder à nos différentes publications. À noter à venir, le prochain webinaire portera sur redonner du sens au tableau de bord de la DSI, un suivant sur les comptes à privilèges, et enfin un dernier fin juin sur la modernisation de la messagerie. Et nous avons publié un certain nombre de livres blancs, voilà, pour généraliser des bonnes pratiques autour de différents thèmes, Intune, Windows 11, la containerisation, ou encore sur les sujets plus autour de la transformation, que vous voyez au milieu, comment éviter la fatigue du changement. Et sur notre site synapsys-group.com, vous avez aussi accès à un certain nombre d'articles, voilà, sur des technologies du moment, donc le passwordless, la fusion du système d'information, ou le DAS. Et pour ce qui se rapproche un petit peu plus de l'IA, donc nous avons déjà fait des précédents webinaires orientés infrastructure ou industrialisation, mais plus sur l'IA générative et comment le mettre en place en limitant le Shadow IT ou le Shadow AI, que je vous invite à revisionner. Donc Synapsys, nous sommes une société qui a été créée il y a plus de 13 ans. Nous sommes environ 180 consultants qui travaillons sur des projets de transformation autour de l'infrastructure IT dans les domaines du digital workplace, du cloud, DevOps, cybersécurité et data. Nous avons accompagné plus de 60 clients et nous sommes localisés principalement à Paris. Nous avons des agences à Lyon et une un petit peu plus loin à Kuala Lumpur, en Malaisie. Donc, je suis accompagné aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire par Sébastien et Alex. Donc, moi, je me présente un peu plus dans le détail. Donc, je suis manager de transition et directeur de projet. Donc, j'accompagne nos clients de Synapsys depuis une douzaine d'années dans leurs projets de transformation et d'optimisation du système d'information, tout ce qui est conduite du changement et mise en place d'amélioration continue. Et moi, je m'appelle Sébastien Guette. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc, je suis ingénieur cloud. J'ai une expérience sur Azure et AWS et donc une spécialité sur la partie infrastructure, donc tous les services IaaS, PaaS et réseau du cloud. Du coup, pour ma part, Alex Penou, je suis spécialisé sur les sujets d'IA générative avec une expérience sur l'IA traditionnelle et l'optimisation des process avant. Et j'accompagne notamment les entreprises sur leur sujet d'intégration de l'IA générative dans leur quotidien avec à la fois des directions métiers ou des contributeurs individuels. Merci à vous deux. Alors pour commencer, on va vous faire travailler un petit peu, si vous voulez bien. On avait pensé à lancer un petit sondage, hein, ça vous prendra
juste 2 secondes et 2 clics. L'idée, c'est vous nous répondiez sur votre niveau de maturité de l'IA pour qu'on puisse orienter justement notre webinaire en fonction de vos réponses et aussi sur ce que vous attendez, quels sont vos besoins pour que vous participez à ce webinaire. Donc, ça nous permettra comme je l'ai dit, d'être plus efficace et de répondre plus fortement à vos besoins. Donc, Lucie, si tu veux bien lancer le sondage. C'est lancé. Ok. Donc, pendant que vous répondez, on enchaîne, hein, c'est juste deux pop-up qui s'affichent. Merci, on en tiendra compte. Donc, les objectifs de ce webinaire, donc autour de l'IA et plus particulièrement l'IA générative, c'est de vous donner un certain nombre de clés, d'éléments pour vous aider à la mise en place ou à l'industrialisation de l'IA générative et très axée par rapport au métier du CRIP, hein, donc principalement côté infrastructure. Donc pour ça, on a défini un certain nombre de défis et d'enjeux à relever lors de l'intégration de l'IA. Donc des enjeux stratégiques et opérationnels. Donc aujourd'hui, dans le contexte métier informatique, il y a une compétition accrue, une demande de réactivité qui passe par de l'innovation et par la transformation des différents métiers. Et l'IA générative en particulier, est un bon moyen comme vecteur d'innovation pour garantir une compétitivité et une bonne réactivité. Alors, la mise en place de l'IA induit un certain nombre d'impacts. Ça a des impacts financiers. Nous verrons, nous allons le détailler, donc un certain nombre de coûts qu'il faut bien maîtriser. Des impacts aussi de sécurité, donc de nouveaux challenges à relever côté sécurité, et aussi de responsabilité environnementale, donc tout ce qui est RSE, consommation d'énergie notamment, que nous aborderons un petit peu plus tard. Autre défi côté intégration IA, c'est la conduite du changement. Donc ça, c'est un axe fort et primordial, important. Nous allons le détailler aussi plus tard. Donc il y a des besoins de communication interne principalement et de formation très importants parce que il y a des métiers qui vont évoluer ou qui vont émerger avec la mise en place et l'industrialisation de l'IA générative. Donc nous vous proposons de développer 5 axes pour aborder ce webinaire. Un premier autour des architectures cloud hybrides et liées à l'IA. Ensuite, l'évolution des rôles et des compétences que cela implique côté métier IT et plus particulièrement côté infrastructure. Un volet plus financier où nous parlerons de l'IA générative et du FinOps et comment éviter les dérives au niveau des coûts. Nous présenterons ensuite une cartographie des risques côté infrastructure et un encadrement des usages pour limiter ces risques. Et enfin, nous finirons par une explication sur les solutions souveraines et open source à considérer dans le cadre de l'industrialisation de l'IA. Donc Sébastien, je te laisse la parole. Oui, merci Sylvain. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des grands principes d'une architecture cloud hybride pour l'IA. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on peut être intéressé par avoir une architecture hybride pour déployer des services d'intelligence artificielle? Alors, en premier lieu, on peut bien évidemment penser aux questions de sécurité et de conformité des données. Aujourd'hui, les grands acteurs cloud sont des entreprises américaines, des GAFAM. Et donc, pour des questions de conformité des données ou de souveraineté, bon nombre d'entreprises cherchent ne pas stocker ces données ou utiliser ces données dans le cloud. Et donc, le fait d'avoir une architecture hybride peut permettre de garder ces données en France sur ses propres bases de données et donc de pouvoir garantir un niveau de conformité des données supérieur, ainsi qu'un autre niveau de sécurité. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on peut être intéressé pour avoir une architecture qui soit hybride, pour déployer des services d'intelligence artificielle. On peut penser à des problématiques de latence. Donc le fait d'avoir une architecture hybride peut nous permettre d'avoir une latence réduite. On peut penser à l'optimisation des coûts, par exemple
pour limiter les transferts de données entre vos services qui vont utiliser l'intelligence artificielle, vos services physiques, et si les modèles sont déployés dans le cloud, limiter les transactions physiques cloud, donc le besoin d'optimisation des coûts. On peut penser à des questions de personnalisation, d'évolutivité. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles on peut chercher à avoir une infrastructure qui soit hybride. Et donc, pour répondre à cette problématique, il y a des grands principes d'architecture hybride. On peut penser à des principes d'interopérabilité, ce qui est la capacité à faire communiquer les systèmes qui soient on-premise et cloud, des questions d'orchestration, de gestion des données. Et donc, pour répondre à ces principes, à ces problématiques, il y a des services qui existent pour permettre ce déploiement d'infrastructures d'architecture. Donc, on peut penser à des services de data lake, de data fabric pour tout ce qui est stockage de données, traitement des données, parce que les données, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. Donc, dans une architecture hybride, on va chercher à répartir les données entre ce qui doit être traité, ce qui doit être stocké. Et donc, dans une architecture hybride, voilà, on peut choisir de traiter les données dans le cloud ou de les stocker dans le cloud et de les traiter sur vos serveurs on-premise. Il y a plusieurs possibilités. C'est à vous de choisir, mais le stockage et le traitement de la donnée, c'est un point qui est extrêmement important dans vos considérations d'architecture hybride. Ensuite, un composant extrêmement important dans le déploiement de services d'intelligence artificielle, bien évidemment, c'est l'infrastructure de calcul. Entraîner un modèle d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très gourmand en GPU, donc en puissance de calcul. Et donc, le fait d'avoir une architecture hybride peut permettre de scaler plus facilement quand vous avez besoin de plus de puissance de calcul et que vous n'avez pas forcément cette puissance de calcul sur votre environnement on-premise, de pouvoir l'étendre avec le cloud pour étendre cette capacité de calcul. Ensuite, on va avoir des problématiques d'orchestration. C'est un enjeu clé, le fait d'utiliser des outils comme Kubernetes pour pouvoir entraîner par exemple des modèles dans le cloud et les déployer on-premise. Donc pour ça, on utilise des modèles de Kubernetes, de Docker, des services comme Kubeflow. Et donc pour pouvoir mettre en place une pipeline de CI/CD qui soit efficace, on a des services de MLOps, et enfin des services de sécurité réseau. Donc on va passer au VPN, on va en passer aux Express Routes sur Azure, au Direct Access. Donc voilà, il y a certaines composantes qui sont importantes à prendre en considération quand vous allez designer votre infrastructure, qui sont à penser en amont pour pouvoir savoir où est-ce que je vais traiter la donnée, où est-ce que je vais la stocker. Voilà, toutes les étapes du déploiement d'un service d'intelligence artificielle, ce sont des points à penser, à réfléchir en amont de votre déploiement d'infrastructure lorsque vous créez ces plans d'architecture. Bien évidemment, il y a l'aspect gouvernance des données, gestion des modèles pour être compliant, notamment avec la RGPD. Donc, cela étant dit, je voudrais vous présenter deux types d'architecture en gage d'exemple de ce qui peut exister comme architecture de services d'intelligence artificielle. Le premier modèle dont je voudrais vous parler, c'est le modèle du RAG. RAG qui signifie Retrieval Augmented Generation. Donc c'est un service, si je le fais très grossièrement, qui va vous permettre de brancher une source de données à un LLM, type ChatGPT, Gemini, etc. Et donc, qui va permettre d'améliorer, d'augmenter les réponses que le LLM va vous fournir, de l'augmenter avec la base de données que vous lui avez fournie. Et donc, ça va, en fait, à quoi ça va ressembler? Ça va être un chat, comme vous avez l'habitude d'en voir avec ChatGPT, des Gemini, etc., avec le chat de Mistral. Cocorico, on a aussi un modèle français.
Et donc, vous allez avoir un chat en face de vous. Et donc, vous allez pouvoir interagir avec ce chat. Mais là, quand vous allez pouvoir spécifier si les réponses que ce chat va vous donner vont être des réponses qui vont être uniquement basées sur les données que vous lui avez fournies. Ces données peuvent être des données stockées sur une base de données on-premise, sur un SharePoint, il y a un certain nombre de sources de données qui peuvent être utilisées. Et donc, vous allez pouvoir préciser si le chat va vous donner des réponses qui sont uniquement présentes dans la source de données que vous lui avez fournie, ou si vous allez pouvoir vous baser sur cette source de données et utiliser les données qui ont été utilisées pour entraîner ce modèle-là. Et donc, ça va être utilisé pour limiter ce qu'on appelle les hallucinations. Les hallucinations, c'est quand le chat que vous avez en face de vous n'a pas la réponse à la question que vous lui posez, mais il vous dit pas qu'il n'a pas la réponse, il invente la réponse. On a eu le cas, alors ça fait un moment maintenant, c'est un problème qui a été corrigé, donc si vous essayez, vous allez peut-être pas retrouver cette problématique, mais pour vous donner un exemple, il fut un temps où quand vous demandiez à ChatGPT quelle était la différence entre des œufs de chat et des œufs de poule, vous expliquiez que les œufs de chat étaient plus poilus que les œufs de poule. Voilà, à ma connaissance, aujourd'hui, les chats ne pondent pas d'œufs. Et donc, il vous disait pas que les chats ne pondaient pas d'œufs, il vous disait que les œufs des chats étaient poilus. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce type d'erreur, c'est ce qu'on appelle une hallucination. Alors, quand c'est aussi gros que ça, on s'en rend rapidement compte, mais quand c'est un peu plus subtil, ça peut être un peu plus compliqué. Et donc, le RAG vous permet d'éviter ces problématiques. Et donc, une architecture de RAG, ça va être une source de données qui peut être dans le cloud, qui peut être on-premise, qui va alimenter un modèle, un LLM. Pareil, ce modèle, il peut être dans le cloud, il peut être on-premise. Alors, il faut un modèle de vectorisation, ce qui ici c'est un exemple d'architecture basée sur Azure, donc qui s'appelle Azure AI Search, qui va être un modèle pour vectoriser les données. Grossièrement, c'est ce qui va faire le lien entre le LLM et vos sources de données. Mais voilà, c'est un type d'architecture où vous avez plusieurs composantes dans cette architecture, et ces composantes, vous pouvez choisir qu'elles soient on-premise ou dans le cloud, et donc ensuite déployer un service hybride. Je vais vous parler d'un deuxième type d'architecture, qui est ce qu'on appelle le modèle d'architecture AI at the Edge. Alors, donc ici, vous avez à gauche un modèle d'intelligence artificielle dans le cloud typique, qui n'est pas un modèle d'AI at the Edge. Et à droite, par contre, le modèle AI at the Edge. Donc la différence, c'est que dans un modèle standard, full cloud, tout va être traité dans le cloud. Les données vont être stockées dans le cloud, elles vont être traitées dans le cloud, et ensuite elles vont les interactions qu'un utilisateur va avoir avec l'intelligence artificielle vont juste être traitées dans le cloud, vont être envoyées dans le cloud et être traitées dans le cloud. Dans le modèle AI at the Edge, vous pouvez dire, par exemple, moi mes données, je les stocke on-premise, mais je les envoie dans le cloud, elles vont être traitées dans le cloud parce que moi j'ai pas la capacité de calcul qui existe dans le cloud, j'ai pas tous les GPU. Donc, je vais étendre mon infrastructure, je vais utiliser les GPU, la puissance de calcul qui est dans le cloud. Les calculs vont être faits dans le cloud. Et ensuite, le modèle, une fois qu'il sera développé, il va être redescendu dans ce qu'on appelle un edge server. Donc, c'est un serveur qui va être on-premise, que vous allez hoster. Et donc, ensuite, je vais pouvoir interagir directement avec ce serveur sans aller chercher le service dans le cloud. Donc, ça permet de limiter la latence parce que votre serveur, il est plus proche de vous, ça permet de sécuriser le modèle, ça permet de limiter les coûts parce que en termes de bande passante, vous allez interagir moins avec le cloud. Et donc voilà, le modèle d'AI at the Edge, c'est le fait de, par exemple, traiter la donnée dans le cloud, mais interagir avec un serveur Edge qui est on-premise. Voilà donc deux types d'architecture que je vous présente aujourd'hui. Et sur ça, je vais repasser la main à Sylvain, il me semble. Oui, merci bien, Sébastien. Alors, la mise en place de l'IA et l'IA générative a nécessité, donc nos utilisateurs s'en servent déjà aujourd'hui,
côté équipe IT et particulièrement équipe infra, il y a des nouveaux métiers qui émergent ou des métiers déjà existants qui vont devoir évoluer pour suivre le mouvement, donc en termes de rôle et de compétences. Donc, la mise en place de l'IA va nécessiter une transformation importante de l'infrastructure, telle qu'elle vient d'être décrite. Donc, on a parlé d'infrastructure cloud hybride, donc des besoins de stockage aussi, de données plus importants pour manipuler un certain nombre de données pour que les modèles soient efficaces. Ça implique aussi une complexité de l'industrialisation, donc nous présenterons un petit peu plus tard, mais la mise en place de l'IA nécessite d'avoir des modèles qui sont mis à jour en permanence, qui sont entraînés, dont on doit surveiller le bon fonctionnement. Donc il y a un besoin de réactivité assez fort. L'IA, pris comme un levier stratégique, permet aussi aux équipes normalement d'avoir un certain nombre de moyens pour pouvoir fonctionner, mais ça nécessite une gouvernance adaptée, donc différente du mode de fonctionnement habituel. Donc, pour tout ça, il y a besoin de s'adapter aux nouvelles technologies qui émergent avec l'IA, de faire évoluer les compétences, et on passe dans un rythme de micro-formation, de formation continue, donc c'est plus une ou deux formations par an au niveau des équipes, mais c'est bien de la formation continue pour pouvoir toujours être à niveau et pouvoir suivre toutes les évolutions technologiques. Donc, on nous a listé un certain nombre de métiers qui soit se transforment, soit émergent. Côté infra, donc il y a les data scientists, qui vont transformer sur la base d'algorithmes statistiques, de mathématiques, donc les informations utiles en données. Les data engineers, c'est plus pour l'aspect stockage et des données infrastructures. Le machine learning engineer va concevoir des modèles. Des spécialistes MLOps, donc c'est machine learning ops, c'est pour garantir le bon déploiement, la mise à jour des modèles. Le prompt engineer, c'est aussi un métier émergent. Donc l'IA générative, donc du prompt, c'est-à-dire on fait des requêtes côté utilisateur, notamment à un moteur, à une IA, ChatGPT ou autre interne. Et donc le métier de prompt engineer est là pour optimiser les requêtes de façon à ce qu'elles soient les mieux formulées possibles pour bien s'aligner avec les modèles et donner les résultats les plus probants. Architecte solution de cloud, donc là vous venez d'en avoir la démonstration, ça s'invente pas forcément, la mise en place d'une infrastructure hybride autour de l'IA, donc il y a des métiers d'architecte qui vont devoir évoluer. Bon, le cloud, vous avez sans doute déjà pratiqué, mais avec le focus IA. Côté sécurité aussi, tout ce qui est cybersécurité, il y a des spécialisations qui se mettent en place autour de l'IA, parce qu'il faut sécuriser l'accès aux données, donc ça, c'est déjà une habitude. Il faut sécuriser aussi l'accès aux modèles. On va voir que l'IA peut parfois être une source de failles en termes de données. Consultant IT, donc là c'est un métier un peu ce que nous faisons aujourd'hui. Donc l'idée c'est de promouvoir un petit peu l'IA au sein des organisations et aider les différentes équipes à mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir une IA qui fonctionne et la plus industrialisée possible. Et aussi un responsable gouvernance IA, donc qui devra s'assurer que l'IA a bien été mise en place, qu'on a bien les résultats obtenus par rapport à la stratégie qu'on souhaitait, notamment que les règles d'éthique ou les contraintes réglementaires sont bien respectées. Je te passe la main, Alex, pour la suite. Exactement. Et du coup, on a vu des exemples d'architecture hybride, comment ça allait transformer les métiers. Là, on voulait faire un petit focus sur quand est-ce qu'on passe en on-premise, quand est-ce qu'on reste en cloud public, les avantages et les inconvénients de chacune des approches, avec trois points que vous pouvez retenir pour aborder ces sujets au mieux. Le premier, c'est le on-premise, c'est le choix de la raison, parce qu'on va avoir plus de sécurité, beaucoup plus de souveraineté. Ses gros avantages et ses gros points forts, c'est qu'on va pouvoir avoir un contrôle total des données qu'on met dans le système et aussi
de la vie de ces données dans le système et pouvoir avoir un système hermétique. Et ça va être hyper intéressant, notamment pour toutes les personnes qui ont des sujets ou des cas d'application autour de sujets réglementaires. Donc, je pense au médical, je pense aux fonctions finance, ou ceux qui travaillent, que ce soit finance d'entreprise ou qui ont des activités financières. On peut avoir tout ce qui est la défense et données sensibles gouvernementales. On va favoriser le on-premise pour avoir le contrôle total de ces données. Ce qui peut être intéressant, c'est de se baser sur des solutions open source. Donc, il y a eu des modèles comme DeepSeek qui ont fait beaucoup de bruit au moment de leur sortie. Et en fait, ce qui est intéressant avec des modèles comme DeepSeek et ce qui a eu un gros impact sur le marché, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut copier-coller le code de DeepSeek et avoir DeepSeek qui tourne sur son infrastructure avec une étanchéité parfaite et de rattraper le niveau des modèles qu'on trouve propriétaires sur le marché, que ce soit sur du OpenAI, du Mistral ou du Anthropic. Et on n'a vraiment pas d'exposition externe. On peut choisir de l'ouvrir sur Internet ou on peut le garder vraiment en local et avoir une routine au niveau des données qui est vraiment locale. Le problème derrière ça, c'est que souvent, ça va demander des coûts initiaux qui sont assez compliqués et assez élevés. En fait, quand on va faire ça, on va devoir acheter du GPU. Et aujourd'hui, sur les GPU, on a deux contraintes. Le premier, c'est que ça coûte nettement plus cher que du CPU. On va multiplier par 10 ou 20 les prix par rapport à une infrastructure qui est en CPU. Et le deuxième, c'est quand on a des gros besoins, il y a une vraie tension aujourd'hui où les clouds publics préemptent la plupart des GPU qui sortent des usines. Et donc, quand on veut avoir des gros cas d'usage, c'est compliqué de se fournir en GPU et donc avoir potentiellement des temps de liste d'attente ou d'achat qui sont assez importants. On va aussi avoir une complexité de dimensionnement qui va pas être évidente parce qu'on a des cas d'usage qui ont un usage exponentiel de ressources et on a des cas d'usage qui ont un usage très linéaire de ressources. Et du coup, si on n'a pas l'habitude de travailler avec de l'IA générative, ça peut être assez compliqué au début à dimensionner. On peut avoir des performances qui sont parfois inférieures, qui viennent soit des modèles, parce qu'on a des modèles qui sont moins performants car open source, et du coup, au niveau du cas d'usage, on va avoir moins de performance et de précision des modèles dans les réponses, soit ça peut être par rapport à l'infrastructure qu'on peut se permettre d'avoir des machines qui sont parfois moins performantes que ce qu'on pourrait avoir sur un cloud public. Et après, on l'a précisé tout à l'heure, on va avoir besoin d'une infrastructure dédiée et la plupart du temps, les infrastructures sont assez matures sur du CPU et beaucoup moins sur du GPU. Pour pallier à ça, on peut passer sur du cloud public. Si on va sur du cloud public, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir de la simplicité de mise en œuvre. En 4-5 clics, on arrive à déployer son infrastructure et on arrive à avoir une sandbox dans laquelle on va pouvoir faire ces cas d'usage. Du coup, ça va être hyper intéressant pour tout ce qui va être prototypage. On va avoir accès aux meilleurs modèles du marché, que ça soit sur du AWS Bedrock, que ça soit sur du Google Cloud avec les modèles Gemini, ou que ça soit sur du Azure avec les modèles d'OpenAI. Et on va avoir accès à une puissance de calcul hyper performante et facile d'accès parce que, comme je vous le disais avant, il y a beaucoup de clouds publics qui ont préempté les commandes de GPU. Et derrière, pour le passage à l'échelle, on a une grosse élasticité parce que comme ils peuvent provisionner de la puissance de calcul presque de manière infinie, on va pouvoir avoir un passage à l'échelle qui est assez fluide. L'inconvénient, on va dire, par rapport au on-premise, c'est que le coût à l'usage va être beaucoup plus important et beaucoup plus élevé quand on va passer par du cloud public, parce qu'on va payer par token et on va dire par quantité d'informations qui transitent sur les modèles, par rapport au on-premise, on peut budgétiser et on sait qu'on a les machines et l'électricité à payer. On peut avoir une perte de contrôle sur la donnée, donc là, il faut regarder par rapport aux éditeurs par lesquels vous passez les garanties et les clauses légales qu'ils mettent autour de leur service. Et du coup, ça va être inadéquat pour des données sensibles parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver sur un cloud public. Et parfois, ça peut être non conforme à certains secteurs, comme je vous le disais, la finance, la santé, la défense ou des données gouvernementales peuvent refuser catégoriquement que leurs données transitent par un cloud public. Pour vous aider à naviguer un peu dans ces sujets et d'avoir des choses
le plus actionnable possible, je vous conseille de budgétiser par heuristique. Donc, de prévoir assez large, d'avoir des règles assez simplistes de budgétisation. Et au fur et à mesure que vous allez développer des cas d'usage, bien regarder votre donnée pour affiner avec votre usage réel. Donc, potentiellement, si vous avez prototypé sur un cloud public, faire un bon monitoring pour savoir derrière comment dimensionner quand vous allez passer en on-premise. Le deuxième, c'est que sur les preuves de concept et les MVP, vous pouvez travailler en cloud public et vous pouvez potentiellement anonymiser ou pseudo-anonymiser votre donnée avant d'utiliser les clouds publics pour vérifier la viabilité de votre cas d'usage, la viabilité de votre système, et après, penser une industrialisation en on-premise. Et après, le dernier point, c'est de prototyper rapidement, observer les coûts, bien faire des logs et bien vérifier l'usage avant de dessiner des trajectoires durables et votre plan d'architecture final, qui sont en cloud public, en on-premise ou en hybride. Merci Alex. Donc, le point suivant, c'est les risques. Donc, on a souhaité vous cartographier les risques liés les risques côté infrastructure principalement, liés à la mise en place de l'industrialisation de l'IA générative. Donc, vous l'aurez compris, c'était expliqué un peu avant. Donc, un des premiers risques autour des demandes de calcul accrues que va nécessiter l'IA, c'est des risques d'investissement importants dans de nouvelles infrastructures. Donc, c'est ça, au-delà du risque, hein, c'est un risque qui est quasiment avéré. Par contre, comme vient de l'expliquer Alex, il faudra déterminer la bonne méthode, le bon équilibre pour avoir des coûts optimisés. En termes de consommation d'énergie, voilà, si vous êtes soumis à une politique RSE ou numérique responsable assez stricte, voilà, à savoir qu'il peut y avoir une empreinte carbone assez importante, une augmentation des coûts d'énergie élevée parce que les data centers, le traitement des données, les puissances de calcul, tout ça ont une certaine empreinte écologique. En termes de stockage des données, même si on commence sur des données limitées, au niveau de l'usage, voilà, il peut y avoir un usage exponentiel et du coup, ça peut nécessiter des investissements supplémentaires dans des solutions de stockage qui n'existent pas aujourd'hui au sein de l'entreprise. En termes d'interopérabilité, donc ça peut nécessiter aussi du temps de développement d'interface entre les solutions d'IA et d'autres systèmes que vous avez dans votre entreprise, de façon à ce que les requêtes et la construction des modèles soient le plus fluide possible. Et là, c'est un risque aussi en termes de développement. En termes de latence et de bande passante, donc il va y avoir des applications ou des services qui peuvent être consommateurs de l'IA générative. Donc ça peut impacter aussi plus côté réseau. Voilà, s'il y a une forte consommation, donc un point de vigilance aussi et de surveillance à mettre en place de ce côté-là. En termes de sécurité et de confidentialité, donc attention aux données d'entraînement avec des informations sensibles, et aussi la vulnérabilité aux attaques, notamment pour les modèles. Voilà, les modèles, s'ils sont ouverts ou mal utilisés, mal cadrés, peuvent être utilisés. Il peut y avoir des fuites de données ou d'autres phénomènes de ce type. En termes de maintenance et de mise à jour, donc tout ce qui est IA, c'est des technologies qui évoluent, on l'a vu très rapidement. Donc il y a les modèles eux-mêmes par nature qui doivent être entraînés, qui doivent être évoluer jusqu'à avoir une version optimisée, et puis aussi les versions de logiciels qui évoluent souvent. Donc il faut aussi avoir une maintenance, une mise à jour régulière, et ça peut entraîner des coûts supplémentaires, donc, ne serait-ce qu'en termes de temps et de temps des ressources humaines pour le coup, pour avoir des gens qui vont mettre à jour tout ce système. Et d'autres coûts opérationnels aussi, donc les équipes support qui vont devoir être assez réactives, parce que de l'IA, souvent l'usage de l'IA c'est de l'instantané, donc on veut des réponses tout de suite. Donc il faut qu'il y ait un support aussi qui soit aligné en face. Et un coût non négligeable, ça va être la formation du personnel, comme on l'expliquait. Donc ça va être délicat de mettre en place l'IA générative sans une forte conduite du changement, avec tous les métiers qu'on a cités qui vont émerger ou qui vont se transformer, et du coup des coûts de formation du personnel assez élevés, même si on met en place des micro-formations ou de la formation continue. Donc pour limiter un petit peu ces risques, on peut encadrer les usages.
Donc déjà, l'IA est sans doute déjà utilisée dans votre entreprise sans que vous en ayez côté IT la connaissance. Donc la première chose à faire, ça va être de faire un inventaire des initiatives IA, donc identifier les différents projets au sein de l'entreprise, donc même des pilotes internes, des POC ou des solutions qui seraient achetées directement par le métier sans être passées par l'IT. Ça permettra aussi d'évaluer l'exposition aux fuites de données ou aux dérives éthiques, des choses qui seraient utilisées sans maîtrise. Bien identifier aussi les contraintes réglementaires, comme on l'a soulevé, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec l'IA. Il y a même des normes, des règles qui sortent au niveau européen sur des règles d'usage assez strictes sur les modèles d'IA auxquels les entreprises doivent se conformer. On peut mettre en place aussi des mesures préventives, aussi bien pour les collaborateurs internes que pour les prestataires. Donc toute société, grand compte, souvent utilise des prestataires, donc ne serait-ce que pour éviter un certain nombre de problématiques juridiques, voilà, mettre en place un certain nombre de mesures. Et aussi l'IA, donc pour être performant, on demande une qualité des réponses optimum. Donc pour ça, il faut monitorer tout le système pour s'assurer que les réponses fournies sont toujours de qualité. Alors l'utilisateur, donc il ne suffit pas de lui dire ok, on met en place l'IAG, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut cadrer un petit peu tout ça avec des règles claires et compréhensibles. Donc en lui expliquant quels sont les usages autorisés, quels sont les processus de validation, voilà, quels sont ses besoins. On vous expliquera un petit peu après comment s'y prendre en termes d'organisation et bien faire la différence en termes de frontières entre ce qui est interdit et ce qui est permis. L'IA, donc ça reste un petit peu nouveau, hein, donc on l'a vu via la réponse au sondage en début de webinaire. Vous êtes plutôt dans la majorité au début de la démarche des mises en place de l'IA dans vos entreprises, et puis c'est un peu ce que reflète le marché hein, en règle générale. Donc ça va nécessiter, et il n'est pas encore trop tard pour le faire, une formation, une acculturation à tous les niveaux de l'entreprise, donc les dirigeants pour les enjeux et les métiers aussi, pas que l'IT, pour bien couvrir tous les risques liés à l'IA générative. Et bien expliquer aussi aux différents utilisateurs de l'IA générative qu'on va leur mettre à disposition idéalement un cadre maîtrisé, des environnements spécifiques pour bien s'entraîner avant d'étendre les différents modèles à une utilisation plus large. Et enfin, pour limiter les risques, il y a aussi une surveillance, une évaluation à mettre en place. Donc l'évaluation en temps réel de la qualité des réponses, comme on l'a déjà évoqué, et une bonne pratique, qui peut aussi avoir un coût, mais c'est une validation inter-IA. C'est-à-dire qu'on peut, si on a des doutes sur la qualité des réponses fournies par une IA, utiliser une autre IA qui servira de contrôle croisé pour vérifier que les réponses fournies par la première IA sont correctes. Dans les solutions qu'on va pouvoir retrouver, on va avoir à la fois des solutions propriétaires et des solutions open source. On voulait vous faire ce panorama parce que ça va vous permettre de savoir avec quelle solution du marché vous pouvez rapidement tester et prototyper, et potentiellement avec quelle solution du marché vous pouvez intégrer et pouvoir faire tourner l'équivalent en on-premise. Sébastien vous a parlé de l'architecture au niveau du RAG, donc les moteurs de recherche couplés à des IA de la famille de ChatGPT. On va avoir comme grand leader du marché des outils comme Pinecone. Ça va être pour des cas d'usage qui sont d'aller chercher directement dans vos documents. Donc ça peut être d'aller chercher dans un SharePoint, ça peut être d'aller chercher dans un Drive, ça peut être d'aller chercher sur une GED que vous avez mis en place et qui sont souvent très utilisés pour des supports clients automatisés ou des FAQ, des foires aux questions intelligentes. En alternative open source, on a une solution qui est assez largement diffusée, surtout aux US, même si les fondateurs sont français, qui est Melisearch, qui va faire la même chose que Pinecone et qui va vous permettre de développer vos RAG on-premise avec une solution open source et économiser du coup du temps de dev. Sur les modèles de langage, donc les LLM, le leader aujourd'hui, à la fois en termes de qualité et en termes de marketing, c'est ChatGPT. On va avoir des alternatives comme Llama qui a été fait par Meta. On a Mistral qui travaille aussi avec certaines entreprises pour pouvoir faire des déploiements on-premise.
Et on va avoir des outils comme DeepSeek, qui est un modèle chinois, mais qui a totalement open sourcé son algorithme. Vous m'entendez? Oui, oui. Allô? Vous m'entendez? C'est bon? On t'entend, Alex. C'était Ok, coupé, c'est mais on bon. t'entend. Ça m'a mis un message d'erreur. Avec des outils comme, avec des outils comme DeepSeek qui a totalement open sourcé, donc ça veut dire que vous pouvez télécharger le modèle et l'héberger. Derrière, ça va tourner sur des cartes graphiques A100, et si vous avez de la chance, vous pouvez avoir des H100. Ensuite, on va voir tout ce qui va être interface utilisateur et proximité, simplicité d'appel sur les LLM. Donc un peu comme l'interface que vous pouvez retrouver sur ChatGPT, les interfaces que vous pouvez retrouver sur Copilot, sur Poe. On a une alternative à ça open source qui s'appelle LobChat et qui va vous permettre de personnaliser aussi les ressources ou les données sur lesquelles peuvent se baser vos collaborateurs quand ils veulent utiliser un outil comme ChatGPT. Ensuite, on va retrouver beaucoup plus sur la section et la vague agent IA ou RPA, des outils comme Manus, qu'on fait pas mal parler d'eux dans la communauté de développeurs. La capacité de ces outils est intéressante parce qu'ils sont capables de naviguer sur Internet et de faire des saisies ou collecter de la donnée en ligne. Donc typiquement, vous pouvez avoir des portails clients dans lesquels vous avez besoin de saisir de la donnée, et plutôt que d'avoir des collaborateurs qui vont travailler dessus, le laisser à un agent IA. Et aujourd'hui, comme il y a beaucoup de logiciels qui sont en SaaS et donc disponibles directement dans le navigateur, on commence à avoir des agents qui peuvent travailler même sur des tâches qu'on pensait non automatisables. En open source, on va avoir Browser Use, qui est en Skyvern, si vous êtes plus sur du JavaScript. Et enfin, si jamais vous voulez aller plus sur de l'automatisation avec du low-code et du low-code, les gros acteurs aujourd'hui propriétaires, ça va être Make et Zapier. Donc, ça va vous permettre de vous connecter aux différents systèmes d'information et de pouvoir faire traiter votre donnée par un LLM. En open source, on va y avoir N8N qui aujourd'hui a beaucoup travaillé et travaille encore très activement sur l'intégration des agents dans leur système de no-code et d'automatisation. Et donc, on peut imaginer des cas d'usage comme l'envoi de devis ou l'alerte de CRM, retrait de CRM ou autres. Tous les cas d'usage sont souvent mieux connus par vous que par nous. Ensuite, ce que je voulais préciser en vous présentant un peu ces outils open source, c'est que se baser sur l'open source, ça va permettre d'économiser potentiellement des mois de développement, des années de développement, avec des technologies qui ne mettront jamais en risque vos données parce qu'elles vont être auditées par toutes les personnes qui contribuent à l'écosystème open source, et elles sont souvent maintenant éprouvées par des grosses organisations qui les intègrent en leur sein. Ça va vous permettre de pouvoir expérimenter beaucoup plus rapidement. Ça va vous faire une réduction de coûts à la fois pour la mise en place et à la fois pour la maintenance. Ça va vous favoriser l'indépendance quand vous passez par des solutions open source parce que vous n'aurez pas de vendeur lock-in, et la sécurité des données parce que vous pourrez les mettre derrière dans des architectures qui sont totalement hermétiques. Merci Alex. On en avait une question de Jean-Christophe concernant LLM. Quid de Gemini de votre point de vue? Est-ce que tu as un avis sur Gemini par rapport à d'autres? Aujourd'hui, en termes de... Aujourd'hui, chaque LLM a ses qualités. On va dire que ChatGPT, c'est le plus polyvalent et le plus avancé. On va voir Anthropic avec Claude qui va être le meilleur sur les rédactions et les phases de code. Derrière, on va avoir plus du Gemini où leur vraie différenciation, et en ce moment ils sont un peu rattrapés, c'était sur la capacité d'attention, donc dans des très grands corpus de texte, de ne pas oublier de l'information. Et après, c'était la fenêtre de contexte, donc la quantité d'informations qu'on pouvait envoyer au modèle. Aujourd'hui, ils peuvent prendre 2 millions de tokens, ce qui représente à peu près 1 million de mots en entrée. Et donc, on peut vraiment leur mettre des gros volumes de données. Et après, ils sont au run, je crois, plus cher que les concurrents. Merci Alex pour cette réponse. On voulait vous présenter ensuite alors la mise en place de l'IA générative, vous l'avez vu, ça peut être assez lourd, assez complexe. On peut ne pas savoir par quel bout prendre le sujet, donc on vous adressait une feuille de route, un exemple de feuille de route.
Alors l'IA générative, ça sert surtout pour avoir des gains de productivité, pour automatiser des processus, mais sur différents domaines, hein, que ce soit la collaboration ou autre. Mais pour autant, on ne va pas pouvoir tout faire et souhaiter tout faire dans le cadre d'une entreprise. Donc la première étape, c'est bien évaluer les besoins et les objectifs de votre entreprise. Donc est-ce qu'il y a des besoins spécifiques? Est-ce que les objectifs sont bien alignés avec la stratégie de l'entreprise et qu'est-ce qu'on souhaite faire de l'IA, pourquoi on souhaite l'utiliser. L'étape suivante, ça va être mettre en place rapidement tout ce qui est gouvernance et organisation pour bien mener le projet, donc via des comités de pilotage avec les parties prenantes. Et lorsqu'on parle de parties prenantes, ce sont bien des équipes pluridisciplinaires, donc pas que des équipes IT. Là encore, le métier est prépondérant comme partenaire dans cette équipe, au-delà des différents profils IT qui sont cités. Ensuite, il y a un certain nombre de thématiques, donc qui ne sont pas forcément à jouer dans l'ordre, qui peuvent être faites en parallèle, mais des questions à se poser pour mettre en place l'infrastructure qui permettra de répondre aux besoins d'IA, notamment en termes de capacité de calcul et de stockage. Donc, est-ce qu'on part plutôt sur une infrastructure de calcul GPU ou TPU, tel qu'on l'a expliqué juste avant. L'IA, ça va nécessiter un stockage de données de qualité. Donc aujourd'hui, dans chaque entreprise, les données ont la qualité qu'elles ont. Jusqu'à présent, c'était pas trop gênant, mais pour pouvoir avoir des modèles efficaces, il faut des données de qualité à jour. Donc ça va nécessiter parfois de mettre en place un nettoyage des données et aussi un processus permanent de nettoyage des données de façon à ce que les données, une fois nettoyées et propres, le demeure dans le temps. En termes d'intégration et d'interopérabilité, on en a déjà parlé, donc mettre en place une intégration transparente avec vos systèmes via des API notamment. Et en termes d'interopérabilité entre les solutions d'IA et vos plateformes internes ou vos plateformes externes aussi, réfléchir au sujet. En termes de sécurité et conformité, donc mettre en place des mesures de protection des données et aussi des modèles IA. Il y a des contrôles d'accès spécifiques et des audits réguliers. Et aussi côté conformité, donc bien vérifier que toutes les réglementations auxquelles vous êtes soumises par rapport à votre secteur d'activité, que ce soit finance, bancaire, défense ou autre, et côté éthique sont bien respectées et que l'IA n'est pas un moyen détourné de sortir des informations qui ne seraient pas conformes aux réglementations. En termes de monitoring et de maintenance, d'observabilité, donc tout ce qui est IA, donc ça va être un suivi en permanence des performances des différents modèles en temps réel. En termes d'infrastructure, donc il faut penser une infrastructure qui soit conçue aussi pour des mises à jour fréquentes, notamment des versions de logiciels ou des modèles, et ne pas avoir à revoir l'infrastructure. Il faut qu'elle soit extensible de manière souple pour pouvoir répondre aux besoins croissants d'usage de l'IA. Donc ça rejoint un peu le thème suivant qui est la scalabilité et la flexibilité. Donc on a besoin aussi d'une infrastructure qui permette d'absorber les pics de charge, les augmentations de charge et des volumes de données, et qui puisse s'adapter rapidement aussi aux changements de techno et aussi aux besoins métiers qui vont sans doute émerger si la mise en place de l'IA dans votre entreprise est un succès. Et enfin, en termes de formation et de support, donc il va falloir mettre en place des équipes formées pour gérer et maintenir l'infra que vous aurez conçu autour de l'IA générative, et aussi des équipes de support technique robustes et réactives encore plus que jamais pour garantir un peu la spontanéité qui est exigée par tout ce qui est IA. Voilà, donc c'est une feuille de route qu'on vous a dressée. Bien sûr, faut l'adapter par rapport à votre contexte. Donc là, on va lancer un deuxième et dernier petit sondage, juste pour savoir où vous en êtes dans les différentes étapes qui ne sont pas forcément celles-ci, les différentes étapes de mise en place et de déroulement d'une feuille de route côté IA. Voilà, ce qui nous permettra ensuite, sur le dernier slide qui suit, à Alex d'orienter un petit peu son discours. Voilà, donc le sondage. Le sondage est lancé. On a lancé. Très bien. Peut-être prendre les prochains éléments et puis on. Oui, voilà. Puis on refera une petite synthèse du résultat du sondage après. Donc, on a essayé aussi de penser 5 actions que vous pouvez lancer dès demain pour bien attaquer votre vendredi.
ça va être le premier de faire un petit audit flash parce que, comme le disait Sylvain en introduction, il y a sûrement beaucoup d'usages qui sont d'usages IA dans votre entreprise sur lesquels vous n'avez pas connaissance et juste faire un tour d'horizon, ça peut être hyper intéressant. Donc, qui utilise l'IA chez vous, pour quels usages et dans quel contexte? Ça vous permettra aussi de pouvoir encadrer ces usages et faire attention à ce qu'il n'y ait pas de failles de sécurité ou de problèmes par rapport aux politiques de données de l'entreprise. Le deuxième, c'est de pouvoir faire un cas pilote. Soit vous sponsorisez un cas qui est déjà dans votre entreprise, soit vous en créez un côté DSI et système d'information pour permettre aux équipes de comprendre les opportunités et comment bien développer un cas d'usage IA générative dans votre entreprise. Le troisième, ça va être une formation express. Donc, essayez de former vos collaborateurs aux bonnes pratiques de l'IA, de savoir ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, les risques qu'ils peuvent potentiellement générer sans s'en rendre compte et pouvoir prévenir tous ces problèmes-là de manière assez ludique et rapide. Le quatrième point, c'est une charte IA, donc de pouvoir avoir un document qui a des indications claires et minimales, ou en tout cas à minima sur les outils d'IA, sur quelles données on peut introduire, quels outils on peut utiliser ou pas utiliser, comment paramétrer pour qu'on puisse avoir un usage qui est sécurisé et les risques associés à l'usage intensif de ces outils. Et après, ce qui est vraiment important, si vous avez des cas d'usage qui sont déjà développés, c'est de pouvoir faire un document de suivi et de mesure qui vient centraliser les initiatives, les rendre visibles par toutes les personnes qui sont dans l'organisation pour susciter potentiellement des initiatives et les encadrer et surtout celles qui sont les plus sensibles en termes de données pour que vous ayez une vraie collaboration avec vos équipes sur les sujets d'IA générative et que ça puisse être le plus impactant et pertinent possible. Très bien, merci Alex. Au niveau des réponses au sondage, c'est assez équilibré au niveau des différentes prochaines étapes à suivre vis-à-vis de l'IA générative. Ça dépend justement de la maturité de chacun. Donc, c'est quasiment à l'équilibre, presque un quart des réponses sur une sensibilisation des équipes métiers, lancer un POC, industrialiser certains cas d'usage en production et repenser l'infra. Donc là, oui, repenser l'infra, peut-être pas complètement, ça peut faire peur, mais il va falloir au moins l'adapter. Tu avais d'autres commentaires suite à la réponse au sondage, Alex ou Sébastien? Non, c'est marrant que ça soit aussi équilibré, mais en tout cas, au plaisir de pouvoir en discuter prochainement sur tous les sujets que vous voulez potentiellement aborder par rapport à ça. Nous, on est capable de vous accompagner sur tous les points que Sylvain vous a présentés dans la feuille de route. Donc, pour ça, il faut nous contacter. Il y a le contact de Nathalie par mail, téléphone ou directement sur le site. Et vous avez un rapport en plus complet sur les tendances infrastructure IT en 2025 qui est plein d'enseignements, d'apprentissage et de sujets hyper pratiques et simples à implémenter. N'hésitez pas à nous poser vos questions aussi dans le chat si on a encore un peu de temps. J'ai vu que Lucie était revenue pour être sûr qu'on ne déborde pas trop, mais si vous avez des questions, on peut y répondre au moins une ou deux, je pense, rapidement. Et on peut prendre une ou deux questions pour terminer la session. On laisse le temps aux gens de rédiger leurs questions. Après, c'est un sujet qui nécessite un peu maturation. Donc, comme ça a été écrit, voilà, si vous avez des questions qui vous reviennent plus tard, vous avez tous les contacts, on est à votre disposition pour pouvoir y répondre. Et oui, le support de présentation sera fourni au format PDF avec notamment avec un certain nombre de liens cliquables vers d'autres replays, d'autres webinaires autour de l'IA. On a une question aussi sur vous, des questions de l'ordre de l'éthique en visibilité sur vos projets. C'est-à-dire, si vous pouvez juste repréciser votre question, Jean-Christophe, on sera ravi d'y répondre.
ou si on est coupé par le temps, on y répondra directement au rendez-vous promis. Un exemple, des règles d'éthique, c'est des règles de bon comportement. Donc, voilà, par exemple, il faut éviter un certain nombre de choses, des insultes ou autres. Enfin, le fait d'utiliser une IA, et notamment des IA publiques, voilà, après, il faut faire attention. Hein, les IA qui sont... voilà, certains modèles d'IA externes peuvent s'inspirer aussi des réponses, peuvent ingérer des mauvaises données. Et du coup, on peut avoir des réponses non contrôlées qui ne sont pas forcément conformes à nos différentes règles d'éthique. Attention notamment sur tout ce qui est IA directement avec les utilisateurs finaux ou les clients finaux, où là, il vaut mieux avoir un brouillon qui est rédigé par l'IA et une validation humaine pour être sûr de ne pas avoir de dérive et aussi de ne pas tromper le consommateur avec des IA qui répondraient à la place des humains, essayer d'avoir un maximum de transparence par rapport à ça. Il y a une question sur l'obstacle entre la transition du POC à la mise en production sur des solutions basées avec de l'IA. Il y a plusieurs sujets dessus. Il va y avoir un sujet, notamment au niveau du cadrage du POC, où parfois les POC sont beaucoup trop simplistes par rapport à la réalité des données de mise en production. Il peut y avoir aussi un passage de relais entre les équipes qui ont l'habitude de faire des POC et les équipes qui ont l'habitude de faire de la mise en production, qui peut être assez compliqué. Mais après, souvent, c'est par rapport à des chantiers data ou IA traditionnels, on retrouve les mêmes problèmes. Là où ça va être un peu différent sur l'IA générative, c'est que le calcul de coût pour la mise en production peut devenir un frein à un moment donné. Et du coup, il faut, dès le POC, avoir des bonnes pratiques de calcul d'usage, de nombre de tokens utilisés pour savoir derrière, en termes de facturation et de dimensionnement, si la mise en production peut être viable ou pas. Je propose qu'on s'arrête sur une réflexion. cette réponse. Je vous propose qu'on arrête la session ici. Pour répondre aux questions de Philippe et Jean-Philippe, oui, nous vous ferons parvenir un replay de cette présentation ainsi que le support. Vous les recevrez par mail d'ici demain, grand max. Merci à tous les trois pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Voilà, n'hésitez pas à contacter nos trois intervenants pour continuer vos échanges. Si vous avez davantage de questions, ils seront ravis d'y répondre. De nouveau, merci à Synapsys, notre partenaire pour ce webinaire, et on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans un prochain webinaire avec le CLIP. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous.